Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. C'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Honda HR-V. HR-V, on le connaît déjà depuis quelques années. Il est revenu dans une version un petit peu restylée. Comme on peut le voir, tout ça, on voit vraiment bien la différence. Bon, on conserve un petit peu l'idée du HR-V de l'époque. Disponible dans une version hybride simple. Comme d'habitude, on fait un tour complet de la voiture, de l'extérieur, de l'intérieur. Ensuite, je vous emmène sur tout type de route. On va voir ce que ça donne et je vous fais un petit débrief à la fin. On va essayer de faire des tests de consommation et voir ce que ça donne. Je vous donne toutes les caractéristiques. On commence. Alors, ce nouveau Honda HR-V, disponible à partir de 32 200 € environ. Il y a 3 finitions dessus disponibles. Ce sera la Executive, la Advance ou la Advance Style. Elle est disponible en 7 couleurs différentes, donc on aura un petit peu de choix. Alors, une couleur par exemple là qu'on a quelque chose d'assez original, hein, une sorte de champagne assez sympa qui se différencie. Sinon on a toujours du rouge, du bleu. On peut avoir un biton également avec un toit contrasté. La version qu'on a aujourd'hui, c'est une Advance Style, donc elle commence aux alentours de 37 000 €. On pourra rajouter quelques petites options, mais clairement souvent dans les marques japonaises on a des packs où il y a quasiment tout directement dès le début. Honda HR-V. Au niveau du moteur, on aura une seule proposition en France proposée par Honda. Ce sera le 1,5 L hybride ICVT et IHEV. Donc ça veut dire que c'est un moteur un petit peu spécifique qui va être là-dessous. Donc on aura un moteur couplé à des moteurs électriques qui vont assister les roues. Donc on pourra rouler en 100% électrique comme une hybride de base, et avec le moteur ICVT, donc qui sera toujours ces moteurs avec la boîte CVT qui sont un petit peu particulières. Et là on aura un pignon qui va pouvoir embrayer, désembrayer pour pouvoir donner plus de puissance à cette voiture. On reverra tout ça un petit peu quand on roule, voir ce que ça donne. C'est plus parlant lorsqu'on l'utilise vraiment. On a 131 chevaux en cumulé, donc en version hybride. Un 0 à 100 qui se fait en 10 secondes 6, donc on verra ce que ça donne sur une insertion d'autoroute. Et une vitesse maximum de 170 km/h. 170, pas 270. Et au niveau du couple, on a 253 Nm, plutôt correct. Pour les dimensions de ce HR-V, 4,34 m de long, 1,79 m de large sur 1,58 m de haut. Au niveau du poids, on est sur 1380 kg, ce qui reste raisonnable puisque on a quand même une batterie à l'arrière, des moteurs électriques, ce qui en fait un SUV dans la moyenne, plutôt basse niveau poids. Au niveau du rayon de braquage, on est sur 11,30 m, ce qui est correct pour un SUV, et on pourra mettre là-bas 40 litres d'essence. Moi, ça m'annonçait 40 litres avec le plein fait, l'équivalent de 650 km d'autonomie. Ça prenait en compte l'utilisation des précédents utilisateurs. C'est annoncé jusqu'à un petit peu plus de 750 en WLTP. Bon, 650, ça me paraît réalisable. Ils annoncent 5,4 litres de moyenne, donc on verra pendant l'essai ce que ça va donner. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce moteur n'est pas forcément au top pour l'autoroute, mais pour la ville ou les petits trajets à la campagne, tant qu'on ne dépasse pas le 110, ça reste plutôt économe. Alors, sur l'avant, une voiture qui se démarque quand même vraiment avec ce style, avec la calandre qui est peinte couleur carrosserie. Ça, c'est assez rare. Souvent, on a des calandres qui se différencient vraiment. Et quand on les voit comme ça, on se dit, il y a quelque chose de différent. C'est un petit peu comme la Ferrari Roma avec son avant plongeant et la calandre qui est peinte couleur carrosserie. Là, on a la même chose, donc peinte couleur carrosserie. Donc, on a bien sûr du plastique sur cette partie, mais c'est peint. On a les bandeaux, les paupières de feu ici en LED, donc qui sont les feux de jour. Et regardez, donc ce qui est bien, c'est qu'on a une petite ligne chromée ici qui donne cette impression qu'on a cette continuité en fait de ce feu-là jusqu'au feu de l'autre côté. Donc on a le clignotement défilant à l'avant ici, des blocs full LED, et pareil sur le bas, on a les feux anti-brouillard en full LED, ce qui donne un avant full LED avec un éclairage bien blanc, et ça permet d'avoir une très bonne visibilité de nuit. Bon, maintenant quasiment tout est full LED, à part quelques voitures très entrée de gamme, mais sinon c'est devenu un petit peu la norme le LED. C'est bien, ça consomme moins, c'est éclaire mieux, c'est plus blanc, meilleure visibilité, le top. Donc cette calandre avec le logo, on a qui intègre quelques capteurs pour les aides à la conduite avec le régulateur adaptatif. On a ici les caméras pour le centrage de voie. La voiture peut conduire un petit peu toute seule, une sorte de niveau 2. Ça fonctionne pas trop mal, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça fonctionne pas trop mal. On le verra également pendant l'essai, comme vous me connaissez. J'aime bien me laisser conduire par les voitures. Je fais assez confiance au système de nos jours. Un petit peu plus bas, on a la plaque, une grille ici qui laisse rentrer de l'air tout comme ici, puisqu'on est sur une voiture hybride et pas une voiture 100% électrique. Donc on a besoin d'amener un petit peu d'air au moteur. Tout est peint, comme vous pouvez voir sur la carrosserie. Juste cette partie-là, noire avec du plastique brut, c'est la seule partie non peinte. Je trouve ça plutôt bien parce que ça donne un style de finition quand même un petit peu plus haut de gamme.
Et ensuite une petite lame sur le bas, façon aluminium, mais qui est pareil du plastique, mais qui est du plus bel effet je trouve sur cet avant. Sous le capot ici, donc comme je vous disais, le moteur 1,5 litre ICVT 131 chevaux. Comme on peut le voir, on a une partie bloc thermique sur le côté, tout le système de gestion de l'électrique. Les fils orange, c'est pour vous montrer tout ce qui est haute tension dans cette voiture. Sur le côté, 4,34 m, donc comme on peut le voir, c'est pas une voiture qui est excessivement longue. Niveau gabarit, hein, elle est assez compacte, je trouve, pour un SUV. Et il commence à pleuvoir. Ma caméra, elle va pas aimer. C'est bon, ça s'est calmé. Donc sur le côté, comme je disais, un véhicule plutôt compact. On a un entourage noir un petit peu partout. On a les poignées seulement à l'avant ici et la deuxième poignée qui remplace ta custode ici. Donc on ouvre de cette façon. C'est bien caché. Je crois qu'à l'époque, c'était la Clio 5 qui avait fait ça, une des premières. Alors je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. Est-ce qu'il y en a eu d'autres avant la Clio 5 qui avait caché là? Il ne me semble pas qu'il y en a eu tant que ça, des voitures où la poignée était cachée si haut. Donc la poignée ici avec le petit sensitif pour pouvoir verrouiller le véhicule puisqu'on a une clé qui laisse. On a des rétroviseurs ici avec le répétiteur de clignotant en biton avec une partie plastique sur le noir et sur la partie haute, mais du noir partout, très peu de chrome à part cette petite baguette ici. Alors c'est rare de ne pas avoir de chrome sur les véhicules asiatiques parce que souvent en Asie on aime bien mettre du chrome un petit peu partout. Petite chose que j'aime bien, c'est, vous voyez, l'entourage des arches de roue est peint. Plutôt que d'avoir un plastique brut, et bah ça c'est pareil, je trouve que ça contribue à avoir une voiture un petit peu plus premium. Parce que souvent quand c'est plastique brut, bah je trouve que ça fait vraiment bas de gamme. J'ai l'impression d'avoir une sorte de petit Duster entrée de gamme. Et des fois même des voitures à 50, 60 000 euros ont ça. Et bah je trouve ça un petit peu dommage parce que là, voilà, ça finit bien la voiture de l'avoir peint. On a des jantes aujourd'hui en 18 pouces, des freins à disque à l'avant et à l'arrière bien évidemment. L'avantage de l'hybride, c'est qu'on va utiliser beaucoup moins ces plaquettes de frein puisqu'on va régénérer de l'énergie grâce au moteur électrique. Donc, des plaquettes, si on utilise bien sa voiture avec la récupération d'énergie, on verra à l'intérieur qu'on a plusieurs niveaux de récupération, eh bien, ça permet de prolonger la durée de vie de ces plaquettes. Ça, c'est pas mal aussi. Au niveau de la garde au sol, bon, on a un SUV, hein, ça passera quasiment partout. N'hésitez pas à monter des trottoirs avec, ça posera pas de soucis. Bon, les jantes, je les aime bien quand même, hein, avec cette finition diamantée, noire comme ça. Je trouve que ça colle bien avec cette voiture. Je l'aime bien de cette couleur ou en rouge. Rouge, je trouve qu'elle pète. Vous choisiriez quelle couleur? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, j'aime bien savoir un petit peu. Par contre, s'il vous plaît, hein, comme je dis souvent, n'hésitez pas à prendre des couleurs sur vos voitures parce que c'est triste, des voitures grises ou blanches ou noires. Sur l'arrière, on peut le voir, maintenant, ça se fait de plus en plus. Grand bandeau lumineux et qui traverse. Alors, hop, ça s'est éteint. Eh oh, je t'ai pas demandé d'éteindre. Allume. Allumé. Grand bandeau lumineux qui traverse toute la voiture avec un petit rappel ici. Ce que j'aime bien, c'est que ça fait des petites touches un petit peu séparées. Bien sûr, bandeau full LED, hein, puisque maintenant, je ne pense pas que ça aurait pu se faire à l'époque avec juste des ampoules. Donc, le grand bandeau, bon, il vient de s'éteindre parce que la voiture n'est pas démarrée. Des clignotants ici, donc on a du full LED normalement, il me semble, hein, j'arrive pas à avoir d'ampoule à l'intérieur. Ça, pareil, hein, ça se fait de plus en plus, ça a commencé sur les belles voitures premium. Il me semble qu'à l'époque c'était Porsche, hein, un des premiers à l'avoir fait, ou Audi aussi qui le faisait. Et puis maintenant ça s'est vraiment démocratisé sur toutes les voitures. Il y a Renault aussi avec la Mégane qui avait fait ce grand entourage. Est-ce que vous sauriez me dire qui est la première voiture, la toute première voiture à avoir fait le long bandeau traversant? Ah, petit béquet ici sur l'arrière. Assez soft, il est assez long mais il est bien mis dans la ligne de toit. Pareil, la ligne sur l'arrière est bien horizontale, donc ça donne une sorte un petit peu, presque voiture un petit peu coupée hein, sur le côté. Le troisième feu stop ici, l'essuie-glace bien pratique, surtout qu'on a les vitres aussi inclinées, l'antenne type requin sur le haut, le logo Honda juste ici, HRV pour nous rappeler le nom du modèle, et le e-HEV juste sur le côté droit pour nous rappeler la motorisation qu'on a ici. Pareil sur l'arrière, comme je vous disais, comme un petit peu partout sur la voiture, quasiment tout est peint, pas de plastique brut, jusqu'en bas, un petit peu des imitations métal ici, les réflecteurs là, du noir peint, les capteurs de recul et la caméra qui se cache juste ici. On a l'ouverture avec le haillon motorisé, donc ça c'est quand même un petit avantage, moi j'aime bien. Je trouve que ça facilite quand on a des courses et autres. Bah, pour moi ça reste un petit plus. On peut avoir l'ouverture ici et fermée. Pareil, on peut régler la hauteur si par exemple, moi je suis un petit peu plus petit et que j'arrive pas à toucher ce bouton. Imaginons que je fasse 1,60 m, bah, je peux mémoriser l'ouverture à cette hauteur. Je reste appuyé, là vous entendez bip bip, et donc là je referme, et vous allez voir que quand il va s'ouvrir la prochaine fois,
fermeture. Et cette fois-ci, je le réouvre. Il va s'ouvrir à la bonne hauteur. Donc ça, c'est un petit tips pour l'avion automatique. Voilà. Et normalement, il peut se rouvrir, hein, bien sûr, beaucoup plus haut. Moi, beaucoup plus haut, ça m'arrange. Je suis assez grand, ça ne me pose pas de soucis. Dans le coffre, on aura un volume de coffre de 319 litres, ce qui est plutôt pas mal. 319 litres. J'ai mis un jean un peu trop serré aujourd'hui. Hop là. Voilà, moi je rentre dans 319 litres. Alors je suis pas sûr qu'on puisse fermer avec moi comme ça, mais si je m'allonge, sans problème. Avantage ici, banquette en 2/3, 1/3, et surtout, l'avantage, et ça c'est très très rare, c'est que le coffre a un vrai plancher plat, un vrai de vrai. Et en vrai, si je suis pas trop grand, bah, je pourrais presque me mettre un petit matelas gonflable ici et dormir ici. Alors 1,80 m, est-ce que ça tient? 1,80 m, je touche quand même la couloir centrale là-bas. Je pense qu'on aura entre 1,60 m et 1,65 m de longueur quasiment jusqu'à là-bas. Bon, par contre, quand même, hein, vraiment gros avantage sur le plancher totalement plat. On a un petit peu d'espace de rangement ici sur le côté et de ce côté-là. Un petit crochet pour mettre vos sacs de course, alors seulement de ce côté-là. Et là, ça, donc, on a vraiment en tissu, ce qui permet de remplir un petit peu plus et déborder un peu plutôt que lorsqu'on a la plage comme ça qui endure. Bah, c'est plus compliqué souvent où ça se met un peu de travers. Là, c'est moins dérangeant et on peut l'enlever assez facilement. On a encore un petit peu de rangement juste ici où, par exemple, regardez, un sac comme ça rentre quasiment à moitié, ou si je l'enfonce un petit peu, ou en longueur, il passe en dessous. Donc on pourra ranger par exemple les produits de nettoyage ou autres de ce côté-là. Vous allez voir, on passe sur les sièges arrière, il y a une petite spécificité. Alors, pour remonter les sièges, regardez, je remonte, l'assise en bas remonte avec, donc sa coulisse, ça fait que on a vraiment ce plancher plat qui se fait très très rare de nos jours, surtout avec cette cinématique. Donc on peut le voir, et même si je baisse qu'une seule partie, eh bien quand même plancher plat par rapport à cette assise, c'est quasiment au même niveau. Ça c'est un vrai plus. Bon, je remonte. La couloir ici, donc qui est descendue lorsque je l'ai baissé. Grosse spécificité. Alors, regardez, j'avais jamais vu ça avant, c'est ça. Mais jamais vu ça moi. Cette partie-là est là. Donc qui me permet, lorsque je le fais sur les deux, et bien d'avoir un très très grand espace de chargement à cet endroit-là. Je pourrais presque mettre les vélos des enfants en biais ici. Et regardez, là je peux rentrer ici. Problème, il n'y a plus d'assises. Donc on a quand même beaucoup d'avantages. Soit on a des gros volumes qu'on peut mettre dans le coffre en ayant le plancher plat, soit on peut mettre également à cet endroit-là. Si vous avez des amis qui ont un HRV et que vous avez besoin d'aller chez Ikea, n'hésitez pas à leur demander. Je pense que c'est quand même plutôt pratique. Donc hop, je remets ça et je redescends le siège ici. Bon allez, on va voir ce que ça donne niveau assise. En tout cas, ça c'est quand même vraiment quelque chose de pratique. Allez, je m'installe ici à l'intérieur. Le siège à l'avant, il est réglé pour moi. On n'a pas de siège réglable électriquement ou quoi que ce soit. C'est du manuel. Donc, il ne bouge pas. Je ferme ma porte. Ma portière avec du plastique un peu partout. Une sorte d'imitation cuir ici. Et sur la coudoir, on a un petit accoudoir. Je remonte un peu plus mon appui-tête. Au niveau de la tête, moi je fais 1,80 m. Je ne touche pas là-haut. J'ai mes petites LED ici, façon spot comme à la maison. Une poignée là. Des fenêtres qui sont assez longues. Pas très hautes, mais je me sens pas enfermé à l'intérieur. C'est plutôt bien. L'appui-tête est pas trop large, donc j'ai une bonne visibilité sur l'avant. Moi, je déteste être à l'arrière dans une voiture. J'aime bien, lorsque je suis à l'arrière, avoir une bonne visibilité. Et bien là, avec ce tout petit appui-tête, ça me donne de la luminosité sur l'avant et je vois la route. Ça, c'est un plus pour moi. On a des grandes poches ici, très très grandes. Et petite particularité, j'ai de quoi mettre mon téléphone ici, sur le côté. Ça, c'est bien. Comme ça, il reste là. Il a sa petite poche à lui. Et pareil de ce côté-là. On a un petit vide-poche en bas. On a deux ports USB type A. Petit vide-poche là. La climatisation ici, que je ne peux pas régler, mais je peux juste avoir la ventilation. Un seul port ici. Les fenêtres électriques, ma poignée avec le verrouillage et un petit porte-gobelet à cet endroit-là. Des enceintes, on verra pendant l'essai ce que ça donne niveau sonorisation. Et par contre, petite chose que moi je n'aime pas dans les voitures, c'est quand la troisième ceinture est accrochée au plafond là-haut. Donc pour cette place-ci. Et ensuite, il faut bien la re-ranger. Moi, je suis pas très fan de ça. En plus, c'est pas très pratique.
Ça pour moi, point négatif. Là-dessus, ça aurait été parfait. Allez, la troisième place. Alors, troisième place, je suis assis beaucoup plus haut. Siège très étroit, j'allais dire selle, parce que ça ressemble vraiment à une selle de moto. C'est très étroit, c'est plus haut que les deux sièges passagers. Et si je suis bien assis, j'ai la tête qui touche là-haut par contre. Là. Alors, il faudra que je sois un peu plus petit ou que je m'asseye de façon un petit peu plus cool. Par contre, j'ai un tout petit tunnel central qui me gêne pas trop les pieds. Surtout, je peux mettre mon pied en entier ici. Ça, c'est pas mal. Où j'ai de la place sur les côtés. Même pareil, la cave à pied ici est juste énorme pour les passagers. Alors, par contre, là, moi ici, j'ai 0 maintien latéral et c'est un petit peu dur. Donc, moi, je dirais plus que c'est une 4 places parce que cette place-ci, pas terrible. On a une fixation top taser Isofix sur les deux sièges d'extrémité. Et est-ce qu'on a le Isofix à l'avant? Non. Pas à l'avant, seulement les deux places d'arrière. Allez, je vous emmène avec moi à l'avant. Donc la poignée ici, comme on disait, à l'arrière, on n'en a pas. C'est dans la Custom. La petite trappe à essence. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc là, ça sonne parce que j'ai laissé les feux allumés. Donc la portière ici. Donc on a du moussé sur la partie haute. Ici, une sorte de cuir, une petite baguette. Les commandes pour les vitres, le verrouillage et les rétroviseurs à cet endroit-là. Pareil, un petit accoudoir un petit peu plus soft avec une sorte de cuir et des parties ensuite plastiques avec petit porte-bouteille 50 centilitres ici et un petit rangement pour les petits bonbons. Les sièges ressemblent à ça, donc siège manuel comme je vous disais avec les petits appuis-têtes qui offrent une bonne visibilité lorsqu'on est passager à l'arrière. Là voilà l'assise, ça remonte un petit peu, on a un maintien moyen, c'est pas ce qui maintient le mieux, c'est pas une Civic type R. Les petits sièges, les petits tapis ici HRV. Et regardez, on ouvre la trappe à essence. C'est ici, c'est bien caché. Alors, ça, je ne sais pas pourquoi on fait encore ce genre de choses. Ouvrir le capot avant ici et la trappe à essence à cet endroit-là. Le pédalier ressemble à ça. On a un bon repose-pied ici sur la gauche. Un petit vide-poche à cet endroit-là. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Et allez, on va aller s'installer à l'intérieur. Hop, ce qui est bien, c'est que je peux me reculer. Alors, elle dit coucou. Elle dit Honda. Waouh. Un heartbeat. Ici, regardez, donc on a une partie bien plus haute, surélevée pour le siège. Alors, quand on est grand, c'est pas forcément gênant. Par contre, si je veux replier mes pieds, en fait, je peux pas le faire plus que là. Je viens buter là. Ça, c'est un petit peu dommage. Je sais pas ce qu'ils ont mis en dessous, j'aimerais bien savoir. Alors, point de vue conducteur, ça donne ça. Je vous la démarre. Le bouton est caché ici. Démarrage. Là, les logos Honda. Et voilà, la voiture a démarré. Donc, c'est une hybride. Alors là, elle a démarré parce que je l'avais laissé allumer pendant pas mal de temps tout à l'heure. Boucler la ceinture. Oui, promis, je le fais juste après. Ignorer. Donc, voilà l'écran ici. En fait, tout ça, c'est un vrai compteur aiguille qu'on avait à l'époque. Et ensuite, tout le reste, tout ça, c'est de l'écran. On peut avoir les infos. On peut défiler dans les menus, aller dans les menus ici et faire défiler, avoir par exemple vitesse, durée, l'audio, le téléphone, l'alarme vitesse, les ceintures, les entretiens, assistance, personnaliser l'affichage, avoir deux informations. Alors voilà, là il n'y a aucune info à avoir. Personnaliser l'affichage, je peux choisir ce que je veux. Ensuite, je peux aller, moi ce que je laisse toujours, c'est alors soit alimentation comme ça, charge, donc quand on utilise le moteur ou quand on recharge. Sinon, la puissance qui va vous dire que là par exemple, le moteur est en train de tourner, il n'alimente pas les roues mais juste la batterie. Ou sinon, l'autonomie. Donc là par exemple, on peut voir que j'ai une moyenne à 5 litres 1 sur les derniers kilomètres. Une autonomie, là il me reste ça. On peut réinitialiser bien sûr. Là, on a la voiture qui a 14 000 km, elle est en P, donc en parking. On est en mode normal, il fait 20 degrés. On a les aides à la conduite autour de nous et régulateur adaptatif avec la voiture qui nous précède ici. La jauge à essence qui est tout en bas en physique, donc c'est pas en écran. Là, on règle l'intensité de l'éclairage du moniteur. Ici, on a notre aérateur, on en a un ici et deux là-bas. On a une grande partie plane ici. On a la casquette ici qui est pareil, un petit peu imitation cuir et du plastique dur sur le haut. On a un écran ici, on y revient juste après. Et le volant.
Le volant, lui, est en cuir, le petit logo Honda, le klaxon au milieu. On l'entend plutôt bien. Il est assez joli, j'aime bien, toujours un volant assez fin qu'on a bien en main. Sur le côté gauche ici, le volume, commande vocale, les touches pour aller naviguer là-bas et changer de musique ici. Sur la droite, tout ce qui va être aide à la conduite, le limiteur, régler la vitesse et la distance qui nous précède, avec le véhicule qui nous précède, le centrage de voix ici et le volant chauffant si j'ai envie sur une position on ou off. Derrière le volant, on peut le voir, il y a des petites palettes plus et moins de ce côté-là. Ça va être la récupération d'énergie qu'on va avoir. Alors, je vais me mettre en drive, par exemple. Hop, non, là, je suis en B. Donc là, vous voyez D. Si je clique sur plus, non, ça va pas me le faire parce que plus, c'est pour aller plus vite. Et moins, alors, est-ce qu'il va me le faire? Pourquoi il veut pas? Moi, il n'a pas envie. Bon, je vais mettre en B. Donc, quand j'appuie sur plus, il y a moins de flèches. Quand j'appuie sur moins, il y a plus de flèches. Donc, moins, ça va récupérer plus, et plus, ça va récupérer moins. Bon, j'espère que vous m'avez pas perdu. Je repasse en drive. Voilà. Derrière ensuite, sur la droite, comme toujours, on a les essuie-glaces ici. On a bien sûr un mode automatique et la vitre arrière. Sur la gauche ici, on a les feux. On a bien sûr un mode feu automatique. Et ensuite, on peut activer ces feux de cette façon. Et les anti-brouillard avant et arrière. Les clignotants. Voilà. On a un écran très sombre ici, pas de couleur, le strict minimum pour avoir une bonne visibilité, surtout les infos de vitesse. Et la vitesse, on l'a en digital et de cette façon. Le petit bouton ici, comme vous pouvez le voir, il y a le CarPlay d'activer et j'ai le CarPlay sans fil, donc ça c'est quand même un avantage. Donc le CarPlay, plutôt smooth, on peut aller dans Waze, moi j'utilise Waze beaucoup maintenant, je m'y suis fait et ensuite je peux retourner à la voiture. J'ai la touche Home ici, qui va aller dans les menus de la voiture. Donc comme on peut voir, chez Honda, ils aiment bien que ce soit simple, sobre. C'est très classique. On n'a pas quelque chose comme le CarPlay par exemple, mais on peut le retrouver assez facilement. Ensuite, pareil, donc on a cet écran tactile, on a 9 pouces de mémoire, l'USB, on peut avoir le Wi-Fi hotspot, donc ça veut dire que la voiture peut envoyer du Wi-Fi aux gens dans la voiture. Donc c'est en gros un partage de connexion. Ensuite, on a des touches en bas ici, le volume à cet endroit-là. Alors là, il n'y a rien. L'heure tout en haut. Et ensuite, retourner de cette façon. Paramètres, on peut régler les paramètres de la voiture et du système de navigation. Home, réglage du véhicule. On va avoir nos quelques réglages. Anti-crevaison, les aides à la conduite, configurer le compteur, réglage d'éclairage. Bon, les petites choses basiques. Ensuite, un petit peu plus bas, on a notre warning. Ensuite, très très bonne chose, bravo Honda, d'avoir toujours laissé la climatisation en physique et pas de tactile parce que le tactile c'est très très ennuyant lorsqu'on est de cette façon. Ici je règle la puissance de ventilation, ma température, j'ai du bizone comme vous pouvez le voir, je peux choisir où est-ce que je veux me faire ventiler, les pieds, le pare-brise, la face, les sièges chauffants sur 3 positions pour moi et pour mon passager juste ici. On n'a pas besoin, le recyclage d'air et ensuite dégivrage et activer la clim ici, on ou off. 2 ports USB que vous pouvez voir ici, celui-ci c'est pour connecter Android Auto, Apple CarPlay, là-bas ça va être juste pour recharger. On pourrait également mettre son téléphone ici, donc on pourra le glisser là avec le câble juste à côté, ou pouvoir le glisser un petit peu plus bas à cet endroit-là. Donc on a de l'espace aussi. Pas de chargeur à induction aujourd'hui. Le sélecteur de vitesse ici avec le pommeau, donc parking tout en haut, reculé. Ici, une caméra de recul qui s'affiche sur tout l'écran, donc une bonne visibilité. La qualité est correcte. Je peux zoomer un petit peu plus de cette façon ou avoir vraiment juste positionné au sol. L'idéal pour moi, c'est avoir vraiment le grand angle à 180 degrés de cette façon. Ensuite, neutre, drive et B. Donc B, ça va être pour avoir de la récupération d'énergie lorsqu'on va vouloir ralentir avec la voiture qui va freiner automatiquement pour récupérer plus d'énergie en électrique. Le D, c'est si vous voulez rouler normal et avoir une sorte de roue libre. Et voilà. Les drive modes ici, 3 drive modes. On a Eco, normal ou sport. Donc ce sera la réponse à l'accélérateur qui va jouer un petit peu et un petit peu le comportement. Le mode normal ou Eco conviendra très bien au quotidien. Ça c'est l'aide en descente, le frein à main ici et le brake hold, ça veut dire que lorsque vous appuyez ici, si je l'active,
la voiture n'avancera plus lorsque je serai au feu et que je serai arrêté. Je m'arrête avec le frein, donc de base, et je pourrai relâcher, la voiture restera stationnée de cette façon. Double porte-gobelet, juste ici, et un petit emplacement à cet endroit-là, pour pouvoir ranger des choses, mais on rangera pas beaucoup, puisque c'est pas très profond. On a la boîte à gants qui ressemble à ça, de quoi mettre le manuel d'utilisation, et je pense même pas qu'on mettra une bouteille à 1,5 litre ici, ça c'est dommage. Comme vous pouvez voir, déjà rien que le guide d'utilisation remplit déjà quasiment tout. Le petit constat et au pire un petit Kinder Bueno. Sur le haut, on aura ici les touches SOS qui sont obligatoires maintenant. L'ouverture pour les plafonniers, les lumières qui sont à LED, bien blanches, ça c'est bien. Le rétro borderless comme ça qui est plutôt joli. Peut-être pas borderless parce qu'il y a un petit bord tout fin autour, mais il est assez joli. Il se teinte automatiquement électrochrome. Ici, de quoi mettre son ticket de péage. C'est original d'avoir fait là, c'est rare que ce soit sur la partie avant, et on l'a également aux passagers. Et ensuite, à cet endroit-là, hop, petite, ça je pense que c'est une ampoule, c'est pas une LED, souvent quand c'est jaune comme ça, et un petit miroir à cet endroit-là. J'ai quand même ma poignée conducteur, ça c'est de plus en plus rare également. Et puis voilà, on a fait un petit peu le tour, je vous remonte un peu le siège passager qui ressemble à ça, la portière, et le tour de l'habitacle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Plutôt pas mal. Bon, c'est assez simple. Ce que j'aime bien, c'est que le plafonnier est clair. Ça amène un petit peu de joie. Dommage qu'il n'y ait pas de toit ouvrant à cet endroit-là. Mais bon, allez, on va laisser cette voiture et voir ce que ça donne sur la route. Alors, je sais pas vous si vous aimez bien les petits détails, mais moi j'aime bien. Regardez ici, on a une voiture Honda dessinée avec le petit battement de cœur ici, comme on peut voir au démarrage sur la vitre arrière. C'est très discret et j'adore ce genre de petits détails. C'est parti avec ce nouveau Honda HR-V. On va faire comme d'habitude un tout type de route. On commence là par un tout petit bout de ville. Ensuite, on va passer sur du 90-110, voir ce que ça donne. Et ensuite, un petit peu de ville. Je vais faire un petit peu de route de campagne et autres. Essayer de faire un trajet assez long, voir ce que ça donne. Donc, cette nouvelle boîte ICVT avec ses moteurs électriques et ce moteur qui sert de générateur. On va voir ce que ça donne. Donc là, le moteur est démarré. Donc, là, il recharge un petit peu la partie électrique. Au bout d'un moment, il peut s'arrêter. J'ai mis le auto hold, donc ça me permet de ne pas avoir à toucher les freins lorsque le véhicule est à l'arrêt. Et pour repartir, donc là, on va commencer en position D. On a le mode B qui va récupérer de l'énergie lorsqu'on relâche la pédale d'accélérateur. Le mode D qui roule comme une boîte automatique. Donc là, le moteur tourne. Ce qui est perturbant, c'est on n'a pas de compte tour. Moi, je vous avoue que ça, bon, je trouve ça un petit peu dommage. J'ai juste le compteur de vitesse qui est avec une aiguille, et le reste, ça reste de l'écran. Alors, en mode D, on a un léger frein moteur. On a des palettes ici, derrière le volant, qui permettent une régénération sur 4 niveaux, ce qui est plutôt bien. Donc ça, comme ça, je peux le gérer. Et est-ce que le mode B fait pareil? Hop. Allez, on relance un petit peu. Je peux également paramétrer en mode B. Et si je repasse en mode D et B, ok. Donc, si par exemple en B, je lui dis mets-toi au minimum, si je repasse en D et qu'ensuite je retourne en B, ça va repasser au freinage maximum. Mais clairement, en fait, en D, on peut avoir aussi le freinage régénératif. Ok. En virage, alors c'est plutôt pas mal. La suspension, pas mauvaise. Alors là, c'est un petit peu mouillé partout, donc on va pas pouvoir faire le test de rond-point à haute vitesse. Allez, on double. La sonorisation est correcte. Alors il y a un petit peu de bruit qui remonte, des bruits de roulement sur ce goudron. Là, j'ai l'impression que le moteur est éteint. Et quand je ralentis, donc soit je peux jouer avec mes palettes pour me faire un freinage régénératif. Alors en D, c'est pas hyper régénératif, j'ai l'impression. Même avec le maximum à haute vitesse, on aurait pu s'attendre peut-être à plus. On va voir en B. Ouais, ça ralentit. J'aurais peut-être aimé au maximum un petit peu plus de freinage. Hop, on va aller faire un petit bout de ville pendant qu'on y est. Là, je trompe de la ville. Avec le GPS, c'est qu'on peut aller n'importe où. Dans tous les cas, on va retrouver la maison. Alors,
La suspension filtre pas mal les défauts. On va voir sur un petit Dodan. Qu'est-ce que ça va donner sur le Dodan? Il n'y a pas un méchant celui-là. Ouais, non, c'était vraiment un Dodan très gentil ça. Bien. On sent que c'est plutôt confort. Pour la ville, le gabarit, on s'y fait assez bien. Il n'est pas trop large. Il est assez agréable. Là, je roule en électrique. Donc ça, c'est l'avantage de l'hybride, c'est qu'en ville, on peut rouler bonne partie en électrique. Ouais, la suspension est pas mal, hein. Franchement. C'est pas trop ferme. On sent que voilà, ça amortit. Je ne saurais pas à quoi comparer, mais c'est plutôt pas mal. Il y a encore un Dodan. Alors ça, je pense qu'on est les rois en France des Dodan. Ouais, non, ça amortit plutôt bien. Ça reste ferme, un peu comme toutes les voitures du Japon, hein. Ils ont un petit peu cette philosophie de on va garder quand même un châssis assez rigoureux. Donc c'est pas mal. J'aime bien. Ah, encore un Dodan. Oh là là, c'est fou ça. J'essaye de pas trop ralentir en restant à 30. Et non, c'est correct. Allez, on va tester le demi-tour ici. Voir le rayon de braquage. Est-ce que ça passe, vous pensez? Je pense pas. Non. Sympa ce petit quartier. Il y a des belles maisons. Reculer. J'ai une caméra de recul avec l'indication de où vont les roues arrière. Alors c'est pas de la HD, mais ils ont fait une caméra plutôt propre et on voit bien. C'est reparti et ça roule. Là, le moteur a redémarré. Donc il sert un petit peu de générateur pour les moteurs électriques. Donc on est propulsé plutôt par de l'électrique. Et ensuite, il y a quelque chose d'assez complexe entre cet embrayage qui va venir assister pour les phases de grosse relance, etc. avec le moteur, où ça passe un petit peu en assistance juste de générateur. En tout cas, seule chose que je peux dire, c'est à la pédale, c'est confortable. Il y a un bon répondant. La coudoir ici est bien, il est un petit peu moussé, il tombe bien sous les coudes. En passant le Dodan tranquillement, c'est agréable. Quand on est en 100% électrique, ça a le vrai avantage de ne pas faire trop de bruit. Par contre, on pourra noter quand même, elle n'est pas hyper bien insonorisée par rapport au bruit de roulement, je trouve. J'entends quand même à assez basse vitesse les bruits de roulement. On va voir ce que ça donne à haute vitesse. Et je pense que voilà, ça va peut-être être pour moi la petite chose à améliorer sur ce véhicule. Sinon, on a un intérieur très simple, hein, comme vous pouvez le voir. C'est une voiture où il n'y a pas trop de fioritures. Quand le moteur redémarre, on l'entend quand même assez rapidement. Le volant est agréable, j'aime bien. Chez Honda, ils sont pas trop épais. On les a bien en main. Voilà, je sens, ils sont en phase d'accélération. On a le moteur qui redémarre très rapidement et qui peut se recouper aussi très rapidement. Donc le mode B, moi je vais l'utiliser principalement, je pense. Ça permet d'avoir un gros frein moteur. Et je vous avoue que moi je l'aime bien quand ça régénère assez efficacement. Allez, en rond-point, c'est un peu humide. Ça tient plutôt bien. Alors comme je vous dis, c'est humide. On sent qu'on va avoir un léger sous-virage. Mais ça se rattrape assez facilement de sous-virage. Vous avez juste à freiner. Ça remet un petit peu de poids sur l'avant. Et ça se fait bien. C'est ici. Hop. Sinon, on sent que le châssis est plutôt bien, hein. Ça prend un poil de roulis. Après, ça se veut surtout confortable. Mais c'est pas mal. Par contre, dès qu'on accélère un petit peu, on entend effectivement ce moteur qui se redémarre. Et lorsqu'on est à l'arrêt, silence total. Oh, une 508 PSE. Ça, c'est très sympa comme voiture. Ça court pas les rues. On en a essayé plusieurs, hein, sur la chaîne, même sur circuit au Mans. Et il n'y a pas longtemps, en allant au Mans classique. C'était vraiment une très bonne auto, ça, la 508 PSE. J'ai beaucoup aimé. Allez, maintenant, on va aller rejoindre l'autoroute. On va aller se faire un petit bout juste ici. Ah, c'est impressionnant. En Ile-de-France, 42 km en 40 minutes. J'ai du mal à y croire. On
va voir nos aides à la conduite, le centrage de voie, le régulateur, le limiteur. J'ai même la petite touche volant chauffant ici. Alors j'en ai pas besoin aujourd'hui, il fait 17 degrés, ça va. Sauf qu'on s'est pris un petit coup de frais là, début septembre. Alors, on peut pas mettre le régulateur lorsqu'on est en mode B. Alors ça c'est un peu dommage. Dit de mettre en mode D. Alors ok, je me mets en mode D, chef. Donc là, vous entrez dans une zone de contrôle. je me mets à alors là, je me mets à 90, je vais me mettre mon assistant conduite de niveau 2 avec le centrage de voie. Chez Honda, je leur fais confiance, j'avais déjà essayé sur la Honda E, ça marchait parfaitement. La Civic, à l'époque, la Civic Type R qu'on avait essayé, qui était extraordinaire, j'ai hâte d'essayer la nouvelle Civic Type R, parce que Honda, ils savent faire de vraies voitures de sport. Donc regardez, là, par exemple, c'est en virage, on va voir si on peut lui faire confiance. Ah, elle l'a désactivé. Pas tant que ça, parce que ça freinait, elle n'a pas trop aimé. Bon, le régulateur adaptatif, j'ai toujours pas touché au pied. On va voir est-ce que ce virage-là, en suivant le camion, elle va y arriver. Ah, peut faire mieux, peut faire mieux. Dommage qu'elle n'ait pas suivi. Bon, après, sur les longues courbes, normalement, ça fonctionne. Là, c'était quand même un virage assez serré à 70. Si elle doit suivre, elle relance plutôt efficacement. Et donc là, par exemple, c'est bon, normalement, j'ai plus besoin de toucher à rien. On doit quand même laisser les mains sur le volant en France, c'est la loi. Alors, 80, là on va se mettre à 90, donc on va doubler même. On va aller se mettre à 110 tout de suite, il y a une petite zone 90 après. Donc lorsqu'on accélère un petit peu, ces boîtiers CVT, ça fait un petit peu de bruit. Écoutez. Alors, on a l'impression quand même qu'il y a une sorte de passage de rapport qui s'effectue. Mais sur les boîtes CVT, c'est assez différent. Il n'y a pas vraiment de passage de rapport, c'est un peu comme les variateurs, mais géré électroniquement. Donc, ce moteur, il y a un embrayage avec un pignon qui, lors des phases de grosse accélération, va pouvoir embrayer et ensuite vous donner de la puissance. Donc là, je suis à 110. On a quand même pas mal de bruit de roulement. Et l'insonorisation autour aurait pu être un petit peu mieux, je pense. Le moteur, lorsqu'on est à régime stabilisé, franchement là à 90, je l'entends pas trop, ça ralentit un petit peu devant. Il y a des phases également où on va être en 100% électrique, par exemple dans les phases de décélération. Là par exemple, je vois que le moteur consomme. Là ça redescend parce que je suis en phase de décélération. Il est réalimenté. La voiture, elle reste confort sinon. Au niveau de la suspension, ça filtre plutôt bien. Je touche très peu aux mains lorsque c'est en ligne droite de cette façon. La voiture gère bien. Après, elle me dit quand même qu'il faut reprendre la main dessus. Hein. Mais ça reste plutôt agréable. Là, par exemple, ça ralentit devant. La voiture est repassée en mode hybride. Donc l'hybride, c'est quand même bien lorsqu'on va faire de la ville ou des trajets où c'est un petit peu embouteillé parce qu'à chaque phase de freinage, on repasse en électrique. Donc on récupère à la fois un petit peu d'énergie et pour les relances, ça va permettre de jouer un petit peu, d'assister un petit peu le moteur thermique. Donc là, on est à 90 km/h. Voilà, le petit reproche que je pourrais faire, c'est vraiment l'insonorisation serait pu être un petit peu mieux. Il y a certains des concurrents qui font un petit peu mieux. On est dans une ambiance simple, mais on a une voiture efficace. Pour le moment, j'ai pas fait énormément de kilomètres, mais depuis le départ, ça m'annonce une conso mixte à 5 litres 1. Et je suis parti avec le plein, ça m'indiquait 650 km d'autonomie, ce qui est plutôt correct. Donc là, je vais faire un assez grand trajet. Je pars du 77, on est vers Croissy-Beaubourg, je retourne dans le 91 vers Orly. Ensuite, je vais aller jusqu'à Chantilly, un événement. Puis ensuite, je vais aller jusqu'à Orléans et je me balade un petit peu partout. Donc ça va me permettre de vous faire quand même un essai assez détaillé sur une idée de la consommation réelle en me baladant un petit peu partout. Alors je vais faire peu d'autoroute parce que moi l'autoroute c'est pas trop mon truc. Surtout que je sais que cette voiture sur autoroute, bah, c'est pas son fort. Elle consomme beaucoup quand même. Là en étant à 110 en stabilisé, ça m'indique une consommation à 6,5 litres à peu près. Donc c'est pas excellent non plus. C'est pas mauvais, mais je pense qu'on pourrait faire un petit peu mieux quand même.
Et là par exemple, elle est repassée en hybride. Donc on va voir vraiment ce mix qu'elle va pouvoir réaliser en gérant d'elle-même les consommations. Les relances, tant qu'on n'est pas à fond sur l'accélérateur, le moteur va monter un petit peu dans les tours comme n'importe quel autre moteur et ça va pas être trop bruyant. Par contre, si vous appuyez vraiment à fond, en fait ça va rester au régime maximum tout le temps que vous aurez le pied à fond et ensuite ça va se calmer. Après, comme tous les autres moteurs, on va redescendre en régime. C'est la petite particularité avec ces boîtes CVT, ICVT qui sont assez particulières et à laquelle il faut se faire parce que sur certaines voitures ça fonctionne très très bien. Et puis là on va pas dire que ça fonctionne mal, c'est juste qu'il faut s'y habituer à cette façon de faire et où ça va monter un petit peu dans les tours dans certaines conditions. Ce qu'il faut se dire, c'est par exemple si vous habitez à la montagne, c'est pas le genre de voiture que je conseille parce que justement ces boîtes ICVT, on ne peut pas jouer comme on veut avec une boîte et surtout si on laisse en mode D, ça va pas être l'idéal je trouve. Allez, on ressort juste un petit peu pour se faire une insertion et se tester le 0 à 100. Là on a un point qui est un peu plus sec que tout à l'heure. On peut peut-être voir aussi en virage ce que ça donne. Bon, il y a un petit peu de monde. La douane, oh, c'est rare qu'on voit la douane par ici. On met un petit peu de rythme. Donc ça tient plutôt bien. Les sièges maintiennent pas tant que ça. Vous voyez, je suis quand même assez déporté. Ouais, c'est pas waouh. Et un virage de l'autre côté. Ça va, mais c'est pas extraordinaire quoi. Hold 0 à 100, c'est parti. 60, 70, 80, 85, 100. C'est correct. C'est correct. Vous avez entendu, ça reste pas en fait haut comme certaines CVT. On sent qu'il y a quand même une sorte de passage. Ça marche plutôt correctement. Alors je suis tout seul dans la voiture où il n'y a rien dedans. C'est correct. 131 chevaux. Ça suffit dans quasiment toutes les conditions. À l'époque, on roulait avec des voitures bien moins puissantes, et on roulait quand même. Donc, niveau puissance, moi je dirais que c'est suffisant. On n'a pas besoin de plus. S'il y avait eu plus, ça aurait été un petit avantage, mais voilà. Ça se débrouille et le 0 à 100 est plutôt correct. Si on a besoin de s'insérer ou autre, ça va pouvoir le faire assez facilement. Là, je suis arrivé sur une petite partie ville. Et je suis passé en mode électrique. Donc je peux voir aussi avec alimentation, charge, qu'est-ce qui se passe. Hop, donc là par exemple, je vais mettre puissance. Puissance, comme ça je sais d'où ça vient. Donc là par exemple, la batterie est chargée à moitié. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur les hybrides comme ça se charge rarement à 100% et ça va très rarement à 0%. Donc là par exemple, j'ai une petite phase de montée, mais je fais que de l'électrique. C'est calme. Et ouais, je peux réaccélérer un tout petit peu sans que ça me redémarre le moteur thermique. Par contre, à moindre sollicitation, là dès que je vais sortir de la ville, ça va me redémarrer le thermique pour pouvoir remettre de la puissance. Et même là, voilà, ça m'a redémarré le thermique pour pouvoir recharger l'hybride. Donc clairement, vous n'allez pas faire 6 km en 100% électrique. Ça va être juste de quoi traverser un petit village ou autre, ou des phases de décélération. Après, si vous voulez vraiment faire que de l'électrique, vous pouvez passer en hybride rechargeable. Mais là, cette version exige juste un hybride simple. Et là, par exemple, je dois redoubler, je sors de la ville. C'est pour moi le petit désavantage de ces boîtes ICVT, c'est que ça fait quand même pas mal de bruit lorsqu'on veut doubler et accélérer assez fort. Ensuite, je me remets à la bonne vitesse. Là, on arrive sur une partie où on peut rouler. On va se mettre à 130, donc quand on relance, ça fait un petit peu de bruit, on s'y fait. Et à 130, alors c'est un petit peu bruyant par contre à 130. Et au niveau de la consommation, on est quand même beaucoup plus haut. Les collègues de certains autres médias disaient aux alentours des 9 litres à 130. À 130, on a très peu de bruit du vent, alors ça c'est agréable. Par contre, on garde encore quand même plutôt pas mal de bruit de roulement. Une fois que le moteur se stabilise,
on l'entend un petit peu, mais ça va. J'ai connu pire. Par contre, ça fait vraiment du bien lorsqu'on s'arrête en ville ou n'importe où parce que c'est le calme. Et il n'y a pas de bruit, c'est de l'électrique. Je peux relâcher ma pédale. Et c'est vrai que là, c'est agréable l'hybride. Et quand je repars en 100% électrique parce que ça recharge un petit peu au freinage. Et je vais pouvoir rouler comme ça quelques mètres. Et si j'ai besoin, ça va me redémarrer le moteur thermique. Alors, petit truc qui peut être sympa de préciser, c'est le toucher à la pédale. Il est assez spécial. Alors, je vais essayer avec un peu plus de vitesse. On a une pédale très ferme sur le début. En fait, on va pas avoir besoin d'appuyer beaucoup, il va juste falloir l'effleurer un petit peu. J'ai l'impression que ça joue sur la partie électrique sur le début, mais c'est vraiment très très sensible. Il faut une très légère pression. Et ensuite, alors si je réaccélère un petit peu plus, je me remets à 50. Là, on va avoir une pédale avec une toute petite course sur le freinage. Donc, on voit pas une pédale qui s'enfonce loin. On va pouvoir juste jouer, mais en effleurant, en anticipant un petit peu. Et quand on a besoin, appuyer un petit peu plus. Mais on sent qu'il y a une partie où ça va récupérer en électrique. Et ensuite, on va vraiment attaquer sur le freinage des plaquettes. Bon, après avoir fait 50 km, moyenne à 5 litres pile poil. Donc ça va, c'est pas déconnant. 5 litres pour un SUV, c'est correct. Surtout qu'on a fait des 0 à 100, quelques relances, des accélérations. Donc c'est plutôt pas mal. Sinon il y a eu une bonne partie de 110, un petit peu de ville, un petit peu de départemental à 90. Donc c'est plutôt correct, 5 litres. On continue ce test, donc je vous reprends dans quelques jours pour voir ce que ça donne et connaître l'utilisation réelle de cette voiture. Bon alors, sur ce genre de route, on voit que la conduite de niveau 2 fonctionne plutôt bien. Petit point un petit peu négatif pour moi, c'est que le centrage de voie ne fonctionne pas tout le temps. Alors ça, c'est un petit peu dommage. Quand on n'est pas sur des grosses routes, on n'a pas le centrage de voie. Alors je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas trouvé le réglage ou pas, mais ça fonctionne sur autoroute, sur les grosses nationales comme ça, mais pas partout. Alors pourquoi, je ne sais pas vous dire. C'est le petit point négatif que j'ai sur cette conduite de niveau 2, puisque là au final ça fonctionne quand même plutôt bien. Bon, me voici à la campagne, j'arrive vers Trénoux et les consommations. Alors on reste toujours entre 4 litres 3 et 4 litres 4, ça oscille toujours depuis 200 km. Donc là on est à 414 km, 4 litres 4. Bon, 4 litres 4 au 100, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Donc moi je valide. L'hybride ça fonctionne plutôt bien. Alors certes on a un boîtier CVT qui fait des fois un petit peu de bruit, mais à part ça 4 litres 4 c'est très très correct. Bon alors, ce Honda HR-V, SUV, petit SUV, je dirais pas très gros, il est plutôt compact, même au niveau de sa taille, regardez, quand je suis à côté, moi je fais 1m80, ben, il est assez compact. Pour la ville, il sera top. Au niveau des consommations, eh ben, c'est plutôt agréable. J'ai trouvé ça pas déconnant. Au niveau du moteur, par contre, quand on va prendre des routes un petit peu plus roulantes, bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Au niveau de l'accélération, bon, c'est la boîte ICVT, alors ça on aime ou on n'aime pas, mais ça a des avantages et des inconvénients. Après, ça reste plutôt confort au quotidien. Le côté hybride est plutôt bien géré. Moi, j'ai réussi à faire des consos aux alentours des 5 litres lorsque j'étais en ville et un petit peu de route aux alentours des villes. Sur autoroute, certains concurrents ont dit qu'ils étaient quasiment à 9 litres. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait parce que ça reste quand même beaucoup, mais je l'ai trouvé agréable. La couleur originale, la calandre avant aussi, un petit peu, ça change. Et Honda, on sait que c'est quand même des voitures très très fiables, même au niveau des motos. Moi, je sais que j'ai acheté plusieurs Honda en moto, j'ai jamais eu le moindre souci. Et là, je roule actuellement avec un Forza 125, parce qu'après l'avoir essayé, j'avais adoré. Et on sait que c'est une marque qui est quand même réputée assez fiable. Et c'est l'avantage aussi de toutes ces voitures, souvent qui viennent de l'Asie. Ils font des choses assez bien, surtout les Japonais. Sinon, dans les petits points négatifs, bon, il faut quand même en trouver. Je trouve elle a tout ce qu'il faut, elle a les technologies, mais ça pourrait être un petit peu plus chaleureux. Alors, c'est aussi ce que certaines personnes aiment sur ce genre de voiture, c'est que c'est simple et il y a tout ce dont on a besoin, mais sans en faire trop. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez comme type de voiture. Dans ces petits SUV, qu'est-ce que vous prendriez? Est-ce que ce serait celui-ci
ou un autre. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Est-ce que vous avez bien aimé cette vidéo? Si oui, le petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 60 000. Et si on pouvait arriver à 100 000, ce serait quand même plutôt cool. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!